remercier évidemment les partenaires sans lesquels notre réunion de ce matin n'aurait pas pu se tenir, au premier rang desquels le MEDEF Île-de-France, bien sûr, qui est notre partenaire depuis 12 ans. Cela fait 12 ans qu'on organise nos rencontres de France de la transmission une fois par an. C'était en présentiel avant. Depuis l'an dernier, depuis octobre 2020, c'est en distanciel, mais avec du coup une belle mobilisation. Sachez que vous êtes autour de 150 participants ce matin, donc ça nous met de la pression. On va essayer de faire passer, comme à notre habitude, un maximum de messages pratico-pratiques sur, bien sûr, le marché de la transmission reprise tel qu'il est en train de se redessiner dans ce début d'après-Covid. Donc, il va en être question dans quelques instants. Je vous présenterai bien sûr nos 4 experts et le témoin qui vient de reprendre une affaire et qui va s'exprimer tout au long de notre conférence. Avant, je voudrais donner la parole à l'un des réseaux d'accompagnement partenaires de notre manifestation. C'est le réseau Entreprendre Paris, qui, avec le CERA, voilà, Club des cédants et repreneurs d'affaires, ce sont les 2 réseaux d'accompagnement auxquels il faut penser que vous soyez cédant ou repreneur. Je vais laisser tout de suite quelques instants, quelques minutes la parole à Maxime de Couessin, qui est l'un des animateurs et directeurs de la délégation parisienne, de nous dire quelques mots sur ce réseau d'accompagnement qui accompagne des créateurs. C'était vrai, et c'est toujours vrai, c'était son positionnement à l'origine, et qui, chemin faisant, eh bien, accompagne de plus en plus des repreneurs, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'information. Je vais laisser Maxime nous dire quels sont les bénéfices à attendre d'un repreneur dans cet accompagnement par Réseau Entreprendre Paris. Maxime de Couessin, c'est à vous. C'est parti. Bonjour à tous. Merci Marc pour cette introduction. Je vais tâcher d'être très bref pour laisser la parole aux intervenants suivants. Donc moi, je dirige le Réseau Entreprendre de Paris. On est présent un peu partout en France et on fédère aujourd'hui à peu près 15 000 chefs d'entreprise, alors même au-delà de la France, puisqu'on est présent dans 10 pays. Historiquement, comme l'a dit Marc, c'est un réseau d'accompagnement plutôt de créateurs, mais c'est vrai qu'avec le temps, on s'est rendu compte que les problématiques étaient peu ou prou les mêmes. Ce sont des problématiques de chefs d'entreprise, de croissance. Le réseau Entreprendre, il est avant tout, sa mission est avant tout centrée sur la création d'emplois. Donc, dès que vous allez nous rencontrer, vous allez entendre parler de création d'emplois. On va vous demander le nombre d'emplois que comporte la structure que vous reprenez, le nombre d'emplois que vous voulez créer. Et en fait, sur cette thématique du nombre d'emplois, on voit bien que les créateurs, les repreneurs, les développeurs, tout le monde en fait partage les mêmes enjeux. Et c'est précisément ça que vous allez chercher au réseau Entreprendre. Donc, le message principal, c'est que voilà, c'est un réseau d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, où vous allez venir parler de vos problématiques de chefs d'entreprise. Et c'est beaucoup les sujets humains, du coup. Les sujets humains qu'on va traiter avec vous, ça va être des sujets de relations avec vos équipes, de relations entre associés, de relations avec vos investisseurs, de relations avec vos financeurs. On va beaucoup travailler sur ces thématiques humaines parce que c'est celles vraiment que vous avez en commun entre créateurs, repreneurs et développeurs, comme je le disais. Donc, le message, c'est vraiment faites-vous accompagner. Ça, je pense que ça va être dit plusieurs fois au cours de la séance, mais faites-vous accompagner. Il y a des réseaux Entreprendre où il y a d'autres réseaux, mais le réseau Entreprendre est un des maillons importants de cet accompagnement. Vous allez rencontrer plein de chefs d'entreprise qui ont des parcours extrêmement variés et qui ont tous quelque chose en commun, quelque chose à partager avec vous, qui vont pouvoir vous sortir de cette solitude que vous allez pouvoir ressentir en tant que Alors, justement, Maxime, les bénéfices concrètement à en attendre de ce statut de lauréat, c'est quand même, c'est un peu d'argent, c'est-à-dire un peu d'argent. Des prêts d'honneur, je vous laisse en dire un mot. Et puis, bien entendu, vous venez de l'esquisser, la présence d'un coach quelque part, en tout cas le coaching d'un chef d'entreprise en exercice pendant les 2 ou 3 années qui vont suivre la reprise.
Exactement. En très court, il y a 2 briques. La brique financement, vous l'avez évoqué, c'est des prêts d'honneur qui vont jusqu'à 50 000 euros. Sachant qu'au-delà de la somme qu'on vous donne, on a aussi beaucoup de contacts avec des banques, beaucoup de relations bancaires privilégiées. Et donc, on peut vous aider aussi derrière à aller lever une dette un peu plus importante. Donc, vous pouvez consulter la entreprendre sur ce volet financement, sachant que ce sera toujours couplé au volet de l'accompagnement. C'est là qu'est notre cœur de sujet en réalité. Vous parlez d'une communauté de 15 000 chefs d'entreprise. Donc, ce qu'on fait avant tout, c'est de vous mettre en lien, de vous sortir de cette solitude. Alors, concrètement, donc de recevoir un mentor qui va vous aider tous les mois dans votre développement entrepreneurial, et puis du mentoring collectif. Donc, vous allez faire partie d'un petit pool d'entrepreneurs qui va se réunir tous les mois et qui va vous aider là aussi à cheminer pendant 2 ans dans la reprise de votre entreprise. Parfait. Un grand merci à Maxime de Couessin. Donc, mesdames et messieurs les repreneurs, ayez le réflexe de vous tourner vers le réseau Entreprendre le plus proche. Vous pouvez en attendre un peu d'argent, c'est bien précieux au moment de boucler son montage de reprise, et vous pouvez en attendre, et c'est au moins aussi important, cet accompagnement humain avec la possibilité d'être challengé par un chef d'entreprise qui connaît forcément un petit peu le métier de la cible, et ça aussi c'est extrêmement précieux. On referme la parenthèse. Un mot de nos amis du CRA. Normalement, c'est Pierre Roulès qui est le délégué du CRA Paris qui devait prendre la parole. Et puis, bon, voilà, il y a eu un décès là, il y a quelques heures dans sa famille. Donc, il ne pourra pas être avec nous. Je vais dire quelques mots de cette association que je connais depuis 25 ans. Voilà, là pour le coup, c'est une association qui intéresse à la fois les cédants et les repreneurs. Sa mission, c'est de faciliter tout simplement cette mise en relation entre cédants et repreneurs, donc avec bien entendu un certain nombre d'entreprises à vendre que des repreneurs pourront découvrir via le réseau, via le CRA. Je crois d'ailleurs que c'est le cas de notre témoin de ce matin, Renaud, qui a identifié, qui a déniché son affaire grâce au CRA et à la délégation parisienne de Pierre Roulès. Donc voilà, c'est des affaires à reprendre, et puis c'est un accompagnement puisque le CRA propose aussi des formations pour tous ceux qui aspirent, tous ces cadres ou tous ces salariés qui aspirent à reprendre une entreprise. Voilà, donc vraiment important vous avez aujourd'hui, cédants comme repreneurs, vous avez ces deux associations qui peuvent faire beaucoup de choses pour vous, de façon très concrète. N'ayez pas peur de les solliciter. Et puis du coup, Renaud nous dira, pour illustrer le propos, Renaud nous dira de quelle façon, en effet, la délégation de Paris l'a aidé dans son projet de reprise. Voilà, on referme les parenthèses sur ces deux partenaires. Je voudrais vous présenter nos experts et puis notre témoin. On a la chance ce matin d'avoir une parité parfaite avec Ariane Olive, Donatienne Piret et puis Christophe Berthier et Alexandre Tellier. C'est formidable. Alors, les métiers de chacun, je vais faire vite. Ariane Olive, eh bien, elle est avocate d'affaires. Elle dirige, fondatrice et animatrice d'un cabinet très spécialisé dans l'accompagnement des transmissions d'entreprises, Spark Avocat, ça claque, hein. Spark Avocat, voilà, avec Ariane, bien sûr, on reviendra sur la façon de sécuriser les négociations dans ce contexte d'après-Covid, qui est quand même encore un petit peu compliqué, avec pas mal sinon de pièges, en tout cas de points d'attention, de points de vigilance. Et Ariane, bien sûr, interviendra tout au long pour mettre le doigt sur les précautions à prendre. Donatienne, on commence par les femmes, bien sûr. Donatienne Piret,
elle est là pour promouvoir, en fait, et c'est extrêmement intéressant, une nouvelle plateforme dématérialisée qui a vu le jour, qui a été lancée à l'initiative d'Infogrève, donc des greffes des tribunaux de commerce en France, et dont la mission est bien, et comme le CERA, hein, vous partagez cet objectif, est de faciliter la mise en relation entre cédants et repreneurs. Elle nous parlera hein, de ce catalogue d'entreprises à vendre qui est aujourd'hui disponible. C'était le rêve, c'est le rêve depuis 25 ans de tous les repreneurs, pouvoir identifier des entreprises à vendre. Donatienne reviendra à la mi-conférence, hein, nous en dira plus sur ce nouvel outil extrêmement précieux pour je dirais, pour tout l'écosystème de la transmission d'entreprises en France. Un spécialiste du rapprochement d'entreprises, bien entendu, c'est un acteur incontournable dans une opération de transmission, c'est Christophe Berthier. Christophe Berthier, le patron, le dirigeant de Synercom France, eh bien, qui officie ce matin. J'ai grand plaisir à le retrouver puisque Synercom France, ben, c'est un réseau de... Il n'aime pas le réseau, mais enfin, en tout cas, c'est une agrégation d'une dizaine de cabinets présents sur toute la France, donc une présence nationale. Et Christophe accompagne des cédants et des repreneurs depuis pas mal d'années. Après lui-même un parcours en tant que chef d'entreprise. Et avec lui, bien sûr, on prendra le pouls du marché et on verra dans quel état d'esprit sont les cédants, hein, puisque c'est ceux qui l'accompagnent de façon quasi quotidienne. Et puis enfin, j'ai le plaisir de retrouver un vieux complice de nos réunions, Alexandre Tellier, expert comptable de son état. Il est le fondateur et l'animateur d'ATC Consulting, présent petit truc que je connais bien, la rue Papillon, dans le 9e arrondissement de Paris. Et Alexandre, eh bien, s'est fait une spécialité de l'accompagnement, de la transmission et des repreneurs. Hein. Lui aussi, son quotidien, il est fait de conseils en direction de candidats à la reprise d'entreprise. Donc, vous voyez, avec ces quatre experts, je pense qu'on va bien faire le tour de la question. Et puis on aura le vécu, ça c'est les conseils, ce seront les conseils d'experts, et puis on aura le vécu d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui vient de reprendre, Renaud Wolsheim, qui 47 ans, hein, il a l'âge d'être... il a l'âge moyen du repreneur, j'ai envie de dire, hein, autour de la cinquantaine. Et Renaud a signé le 30 août dernier la reprise d'une belle affaire dans le 77, NV Bureau, une belle petite PME, une trentaine de personnes, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, spécialisée dans les fournitures de bureaux et les fournitures scolaires. Voilà, hein, donc un métier traditionnel. Il nous en dira plus sur la façon, sur les circonstances, bien sûr, de cette reprise avec un dirigeant qui partait à la retraite. Une reprise éclair en 7 mois et demi, alors que on était encore en plein dans le deuxième confinement. Hein. C'est l'illustration que ce marché de la transmission ne s'est jamais arrêté, en dépit des confinements successifs. Les transactions ont continué à se faire. Voilà en tout cas pour nos intervenants. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première partie que l'on va consacrer aux réflexions, au comportement des futurs cédants aujourd'hui. Est-ce que, alors c'est vrai que les dirigeants, les cédants avaient un petit peu déserté, il y a eu beaucoup forcément d'attentisme pendant l'épisode Covid.
Est-ce qu'on les voit revenir, pointer un petit peu le bout du nez aujourd'hui? C'est ce que j'entends. Donc, je voudrais qu'avec nos spécialistes, et puis on va commencer par peut-être Christophe, tiens, on va commencer par Ariane. On va commencer par Ariane Olive pour qu'elle nous dise un petit peu, en effet, si elle les revoit, ces cédants qui avaient un petit peu déserté, et puis aussi sur peut-être les bonnes questions à se poser pour ceux qui souhaitent mettre leur entreprise sur le marché, Ariane, ou qui souhaitent la mettre en tout cas à un horizon de quelques mois maintenant, sur les bons arbitrages à faire pour mettre sur le marché une entreprise en ordre de bataille. Le temps de l'épisode Covid a peut-être aussi été mis à profit par certains, Ariane, justement pour préparer la mariée. Oui, merci Marc. Bonjour à tous. Alors, petite précision et je parle sous le contrôle évidemment notamment de Christophe et Alexandre qui corrigeront s'ils n'ont pas la même vision. Déjà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'attentisme du marché, pour moi, était très circonscrit au premier confinement. C'est-à-dire qu'il est vrai que pendant le premier confinement, tout à coup, tout s'est paralysé en mode 1, 2, 3 soleil. Tout le monde est resté congelé, on va dire, paralysé sur sa position. Mais depuis la sortie du premier confinement, pour notre part, en tout cas, on constate que ce marché de la cession reprise PME, il est très, très vite redevenu très dynamique. Alors, avec des nouvelles caractéristiques et qui ont évolué, et c'est ce qu'on se dit dans les différents webinaires les uns les autres et dont on va parler aujourd'hui. Mais voilà, déjà, pour moi, c'est une précision importante. Le marché est très, très dynamique depuis la sortie du premier confinement. Ah non, depuis, à mon avis, bien avant. Encore une fois, je parle sous le contrôle de Christophe et d'Alexandre. Mais chez nous, pour vous donner un ordre d'idée, dès le mois de juin 2020, le marché est redevenu très dynamique. Il a été moins porteur en juillet qu'il ne l'est d'habitude. Alors, juillet est d'habitude un très, très gros mois de signing ou de closing pour nous. Mais dès le mois de septembre, il est redevenu à son stade, il est revenu à son volume normal d'activité. Et ça, c'était suffisamment. Alors, encore une fois, avec plein de nouvelles caractéristiques et beaucoup d'appréhension des cédants sur un certain nombre de points. Lorsque ce premier confinement est arrivé, moi, j'ai beaucoup pensé à 2008. Pour ceux qui ont vécu cette période. En 2008, on a vraiment vu un marché qui s'est bloqué. Un marché qui s'est, pour le coup, lui, vraiment bloqué. Et on a vu 2 catégories de cédants. Des cédants qui sont quand même allés sur une vente à la casse, si vous me passez un peu la caricature, parce qu'il fallait qu'ils s'arrêtent, parce que le moment était venu et parce que la crise est venue épuiser, on va dire, leurs dernières énergies. Et puis des cédants qui, au contraire, ont décidé de reculer leur projet de cession, parfois de 1, 2, 3, 4, 5 ans. Il faut le dire d'ailleurs, pas forcément avec succès, s'agissant des valorisations qu'ils ont pu obtenir à moyen terme après, mais ils ont pris cette décision. Je n'ai pas, pour ma part, constaté de façon aussi massive ce mouvement de la part des cédants en juin, juillet, août 2020 et bien sûr tous les mois qui ont suivi. La différence, c'est que en fonction de la typologie de société à céder, est-ce que c'est un marché qui a été accéléré par le Covid parce que qui s'est avéré très résilient ou dans un secteur qui de toute façon se valorise ou survalorise depuis de nombreux mois, comme par exemple, là encore je fais des caricatures, mais la tech, la santé, voilà, des secteurs qui se sont trouvés accélérés par le Covid. Est-ce que je suis dans un secteur vraiment complètement endeuillé? Et dans ce cas-là, bien évidemment, il y a un phénomène d'attente. On ne vend pas en ce moment beaucoup d'hôtels, beaucoup de boîtes dans l'événementiel ou beaucoup de… Voilà, bon, et encore, l'hôtellerie, notamment sur Paris, a des caractéristiques un peu particulières, mais on va dire que voilà, ces marchés endeuillés-là ont vu un ralentissement des transactions. Et puis, il y a l'entre-deux, si je puis dire, ces gens qui ont souffert de 2020 et qui vont chercher ensuite du coup de nouvelles modalités de cession. Et on va en parler tout à l'heure, donc je ne veux pas trop déflorer le sujet. Mais ces gens-là, ils abordent évidemment le marché avec une vision de leur exercice 2020, maintenant qu'ils ont leur atterrissage, leur compte arrêté, etc., pour ceux qui ont clôturé au 31/12, et ben, qui va consister à utiliser de nouveaux leviers de négociation, ce que les repreneurs vont eux aussi faire. Et c'est tout l'intérêt en fait de cette période de rebond, qu'on pourrait qualifier de rebond. Alors, moi, le post-Covid, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pour être très honnête avec vous, parce que, bon, on est quand même encore un peu dedans, on va se le dire franchement. Mais voilà, c'est les caractéristiques dont on parlera tout à l'heure.
Bon, on s'en éloigne quand même chaque jour un petit peu là, C'est vrai, c'est vrai. de ce Covid. On sent bien qu'on est vers un retour à la normale, hein, progressif, mais quand même un retour à la normale. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle parce que ça permet aux uns et aux autres à nouveau d'avoir davantage de visibilité, de pouvoir se projeter. Christophe Berthier, vous êtes vraiment là, hein, aux côtés de ceux qui mettent leur entreprise sur le marché aujourd'hui. Alors, est-ce que pour certains, alors je l'entends aussi, il y en a qui attendent un an, qui se disent « Oh, allez, on va profiter du rebond, ça sera mieux dans un an ». Donc je sais, et c'est Pierre Roulès qui me le confirmait, en tout cas là, avant-hier au téléphone, il me disait « On en a qui retiennent encore leur entreprise en se disant on va profiter dans un an du rebond et de la reprise ». Et puis il y en a d'autres, Christophe, on peut penser qu'il y en a d'autres qui n'attendent pas et qui mettent leur entreprise sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le profil, en tout cas, de ces entreprises qui n'attendent pas et qui avaient peut-être début 2020 imaginé vendre leur affaire et qui, du coup, se disent c'est peut-être le bon moment maintenant. Ce sont des opportunistes qui se disent moi, la crise m'a servi, m'a dopé, je vais en profiter pour peut-être anticiper ma session aujourd'hui. Dites-nous-en un petit peu plus sur les profils des entreprises qui se mettent sur le marché aujourd'hui. Alors, si vous permettez, Marc, avec une petite mise en perspective, là, pour rebondir aussi sur le propos d'Ariane, le Covid, ce qui était inédit, c'était le confinement dans ses différentes formes et surtout dans sa première forme qui a conduit quand même des millions de salariés à être empêchés de travailler de façon plus ou moins complète. Bon, on n'est pas sorti du Covid, mais en fait, on est sorti du confinement et donc on est revenu à une période d'activité qui est plus ou moins chaotique selon les secteurs. Ouais. Et j'ai envie de dire, la vie reprend ses droits. Et donc, il y a de façon naturelle des chefs d'entreprise qui réfléchissent à leur développement et qui ont envie de faire de la croissance externe. Et puis, il y a des chefs d'entreprise qui, tout naturellement, se posent des questions sur la cession. Et les raisons de céder, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Et à mon avis, ce seront toujours les mêmes. Ensuite, donc ces raisons de céder, il y a la raison classique du départ à la retraite. Et puis après, il y a les raisons qui sont liées au fait, soit d'une forme de lassitude, soit de fait de passer à un autre projet, soit le fait de dire je me sens un peu seul comme dirigeant de ma PME et j'ai envie de m'adosser à un groupe ou à une entreprise un peu plus solide qui va me permettre de continuer dans de meilleures conditions. Donc, ces raisons de céder, pour moi, elles sont permanentes. Et ensuite, on n'est face qu'à des cas d'espèce. Et les cas d'espèce, en fait, ils dépendent de chacun. Donc, chacun, c'est le chacun du dirigeant d'entreprise, c'est le chacun, l'entreprise, son entreprise, dans la situation spécifique dans laquelle elle est, sur un secteur d'activité qui, chaque secteur d'activité étant lui-même confronté à des enjeux un petit peu différents. Donc, moi, je n'ai plus envie de parler de Covid en tant que tel. Pour moi, ce n'est pas ça qui doit structurer notre réflexion. Ce qui doit structurer notre réflexion, c'est à nouveau le business, mon entreprise, moi le dirigeant, et qu'est-ce que je veux faire sur ce terrain de jeu. Alors, justement, vous disiez que ces entreprises, elles devaient se poser, en cette sortie de crise, un certain nombre de bonnes questions sur peut-être leur repositionnement stratégique, parce qu'on l'a vu, la crise, elle a fait bouger les lignes, elle a obligé à des transformations en accéléré, c'était parfois se transformer ou mourir. Donc on voit bien qu'en cette sortie de crise, on a des entreprises qui, pour certaines même, ont changé de modèle économique. Donc, se poser des bonnes questions sur peut-être de nouvelles orientations stratégiques, se poser des questions, et ça vous insistiez là-dessus, Christophe, je vous en disais un mot sur les développements possibles, et notamment actionner le levier de la croissance externe. Enfin, se poser des questions peut-être sur la reconfiguration de mon actionnariat
est-ce que j'ai les bons partenaires pour pouvoir saisir demain des opportunités liées au rebond? Est-ce que je n'ai pas intérêt peut-être à ouvrir mon capital à un partenaire financier minoritaire, justement pour me donner les moyens de profiter à plein de la nouvelle séquence qui va s'ouvrir? Est-ce que c'est ces réflexions qui doivent animer aujourd'hui les cédants? Quand on est chef d'entreprise, en fait, on est confronté en permanence au court terme et il faut aussi se projeter dans le moyen terme. Le court terme, si je reviens, même si je dis je ne veux plus parler du Covid, mais on est dans une situation de reprise d'activité qui est quand même plus ou moins chaotique suivant les secteurs. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des ruptures d'approvisionnement de matières premières, de produits finis, il y a la hausse de l'énergie, des difficultés à recruter. Enfin bon, on connaît toutes ces difficultés dont on entend parler régulièrement. Donc ça focalise beaucoup d'énergie. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas perdre de vue qu'il y a des tendances de fond là, qui sont initiées depuis plusieurs années, qui se sont accélérées pour certaines d'entre elles avec cet épisode de confinement, plus que de Covid d'ailleurs, de confinement, et qui vont orienter les prochaines années. Bon. Et ces grandes tendances, hein, sans surprise, il y a cette accélération de la digitalisation des entreprises qui remet en cause le business model, ou pour parler plus français, la façon dont elles vont générer leurs revenus sur les prochaines années. On a aussi dans les réponses qui sont apportées à la crise climatique, il y a le fait qu'il y a un certain nombre de plans qui sont mis en œuvre, à la fois par des entreprises privées aussi, mais des plans publics, pour mettre en place des solutions. Ça fait aussi bouger un certain nombre de lignes. Il y a la contrainte RSE aussi qui est de plus en plus importante parce qu'elle conduit un certain nombre d'investisseurs et de prêteurs à examiner de façon plus approfondie ce que font les entreprises en la matière avant d'accepter de leur prêter de l'argent. Donc ça, c'est des trois tendances de fond qui vont rester présentes à moyen terme. Et pour répondre, sans parler d'un contexte, pour finir me semble-t-il, sur le contexte, on a aussi un contexte géopolitique mondial qui est quand même complexe et qui va rester durablement complexe. Donc ça, c'est le terrain de jeu pour moi des 5 à 10 prochaines années. Et il faut que les entreprises s'adaptent à ce terrain de jeu. Et dans le cadre de ce terrain de jeu, pour répondre à votre question, effectivement, il y a le sujet de dire j'ai une ambition de me développer, il faut que je prenne en compte tout ça et dans mon développement, la solution de la croissance externe, qui est évidemment une solution parmi d'autres, puisqu'on peut faire aussi de la croissance organique, mais c'est évidemment une réflexion que le chef d'entreprise doit avoir sur est-ce qu'il veut activer le levier de la croissance externe et comment il va s'y prendre, sachant que ça prend beaucoup de temps, que c'est un processus qui est long et dont le taux de succès n'est pas évident, donc il faut y mettre les moyens. Et puis l'autre sujet, effectivement, c'est il y a l'autre cas de figure de l'entreprise et du chef d'entreprise qui doit aussi se poser la question, est-ce que face à tous ces enjeux, mon entreprise est bien armée? Et est-ce qu'elle est bien armée, puisqu'on est sur un webinaire plus centré sur les questions haut de bilan, est-ce qu'elle est bien armée en termes de direction? Et donc, suis-je toujours le dirigeant qui va avoir l'envie de l'accompagner pour faire face à ces différents enjeux? Et puis, en termes d'actionnariat, est-ce qu'elle a le bon actionnariat? Est-ce que si je veux continuer à développer mon entreprise, j'ai besoin de moyens supplémentaires? Est-ce que l'actionnariat qui est en place a les moyens de procéder à des augmentations de capital? Bon, donc il faut aussi qu'il y ait dans cette réflexion stratégique, il y a les deux pans. Je veux me développer croissance externe potentiellement. Et puis, autre questionnement, est-ce que, encore une fois, mon entreprise est en bonne compagnie, je vais le dire comme ça, avec moi comme dirigeant et mon actionnariat pour perdurer? Et là, à ces questions, il y en a qui répondent clairement, je ne suis plus l'homme de la situation. Moi, c'est ce que j'entends. Je ne suis plus l'homme de la situation. La dématérialisation, tout ça, c'est pas ma culture et j'ai pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Donc, on a quand même un certain nombre de dirigeants pour lesquels la solution, c'est plutôt de vendre. Et là, on peut penser que le plus vite sera le mieux. Alexandre Tellier, vous qui êtes aux côtés des repreneurs, est-ce que vous voyez en effet arriver aujourd'hui sur le marché cette catégorie d'entreprises qui ne sont pas
qui ne sont pas en difficulté, mais qui ont été chahutés et à la tête desquels il y a des dirigeants clairement qui sont fatigués et qui ne sont pas prêts à repartir pour un tour, en tout cas à se reprojeter dans une nouvelle séquence. Et donc, qui sont à la recherche du bon profil de repreneur, celui qui aura justement, surtout pas le clone, hein, surtout pas leur clone, mais celui qui saura faire franchir justement le palier à leur entreprise avec donc des talents et des expertises parfois assez différentes des leurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça? Et juste pour élargir un tout petit peu, on évoquait tout à l'heure, vous aviez utilisé le terme d'attentisme. Moi, ce que je vois actuellement chez les repreneurs, et encore plus chez les entreprises en croissance externe, alors évidemment, hein, je ne parlerai pas du tout d'attentisme. Par contre, je parlerai plutôt d'une très grande sélectivité dans l'approche, où moi je vois, j'ai des clients, en tout cas en croissance externe, ils sont dans les starting blocks, mais en même temps, et ça peut paraître paradoxal, je les vois, ils font preuve d'une très grande patience, parce que ils sont conscients que déjà pour leur propre entreprise, on vient de passer une période pas évidente, qu'on a effectivement une période qui s'annonce où, comme le disait Christophe, en fait, on a accéléré les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées, la façon dont elles doivent les résoudre. Donc moi, ce que je vois, c'est beaucoup de sélectivité chez les acheteurs et où il y a une très grande attention qui est portée sur les qualités de l'entreprise, en tout cas ses qualités, ses défauts, l'analyse de l'entreprise, l'analyse du marché et la capacité de l'entreprise à faire face aux enjeux, aux défis de demain et d'après-demain. Alors effectivement, on peut être amené à voir, hein, que ce soit quand on accompagne des personnes physiques ou des entreprises en croissance externe, on est amené à voir des entreprises qui peuvent paraître un petit peu affaiblies, ou en tout cas qui ne sont pas forcément là, qui a des virages qui ne sont peut-être pas très bien négociés pour faire face aux enjeux de demain. Et toute la question dans l'approche, c'est finalement, est-ce que l'entreprise a encore déjà la capacité à s'adapter à demain et à après-demain, et quels sont les efforts qu'il va falloir faire pour que cette entreprise, demain, s'adapte en fait, pour qu'elle s'adapte à demain et après-demain. Et moi, ce que j'observe chez beaucoup de cédants, c'est, en tout cas chez ceux dont les entreprises sont un peu affaiblies, c'est un très grand optimisme quant à la capacité des acheteurs potentiels à résoudre favorablement et rapidement les enjeux auxquels leurs entreprises sont confrontées. Et je regardais là, il y a quelques temps avant la réunion, alors même si effectivement je pense qu'on parle plus des ETI que des PME, il y a une étude de Price là, qui date d'il y a assez peu de temps, en fait, d'il y a un ou 2 ans, dans lesquels ils évoquent que, en fait, il y a plus de la moitié des acquéreurs qui sous-performent les performances de leurs prédécesseurs. Et même pour les entreprises qui affaiblissent, je pense qu'il faut s'y attendre, en tout cas dans les premiers temps de la reprise. Alors, Ariane Olive, il y a aussi, moi je restitue ce que j'entends, mais est-ce que vous êtes confronté à des dirigeants qui se disent aussi, tiens, quitte à vendre, autant essayer de vendre avant les élections, parce que tout le monde, en tout cas quand on fait partie de ces dirigeants qui vendent pour prendre leur retraite, ils savent qu'ils ont un bonus fiscal qui est attaché à ce contexte bien précis, hein, s'ils respectent un certain nombre de critères. Est-ce que vous avez des dirigeants, en effet, pour lesquels
l'horizon en tout cas de l'été 2022 eh bien, est un horizon qui a son importance. Alors, ça le sera certainement pour des dirigeants, notamment dont la cession va coïncider avec un départ à la retraite, puisqu'on sait qu'on a des dispositifs qui ont été reconduits. Alors, je dirais pas de façon précaire, mais en tout cas, il y avait des doutes sur leur reconduction au moment en fait où la flat tax est arrivée. Ces dispositifs d'abattement de plus-value pour départ à la retraite ont été reconduits. Donc certainement, il y a quelques craintes à ce niveau-là. Je dois dire que moi, cette année, on va avoir bouclé pas loin d'une petite trentaine de deals, pour dire que vraiment le marché est extrêmement dynamique, parce que pour vous donner un ordre d'idée, habituellement, on est plutôt, on va dire, entre 20 et 25 opérations par an. Cette année, on va vraiment, je pense, même passer les 30. J'ai pas eu de commentaires vraiment des cédants directement liés à cela. En revanche, pour rebondir un petit peu très brièvement sur les propos précédents, ma conviction, c'est qu'il y a les gens qui voulaient céder avant Covid, et ceux-là, comme je disais tout à l'heure, soit ils repoussent, soit ils font, avec peut-être des conditions un peu dégradées, mais ils sont toujours dans ce paradigme de cession. Et puis, il y a les cas que citait tout à l'heure Christophe et aussi Alexandre, qui sont les cas de dirigeants qui constatent qu'ils ne sont plus les hommes de la situation. Et le Covid a eu un impact, notamment en termes de digitalisation. Et je vais prendre un secteur, par exemple, comme exemple, qui me frappe parce qu'on y a fait pas mal d'opérations, mais ce n'est pas le seul. C'est le secteur, par exemple, des cabinets de gestion immobilière, de l'immobilier. C'est un secteur qui, depuis plusieurs années, est en pleine digitalisation, évidemment. Mais le Covid a totalement accéléré cette digitalisation, cette dématérialisation, tout simplement parce qu'il ne pouvait plus y avoir de contact terrain entre les acteurs de la gestion locative et du syndic, par exemple, et leurs, entre guillemets, administrés. Et il y a des dirigeants qui sont venus nous voir en disant, voilà, de toute façon, cette idée de cession rôdait un peu. Clairement, je vais la mettre en œuvre parce que là, je suis en train de me faire dépasser technologiquement et je sens bien que j'ai pas envie, j'ai plus le courage et puis je me sens pas être l'homme de la situation. Donc, voilà, je pense qu'on est plus, en tout cas pour les cédants qui témoignent de mon côté, dans ces paradigmes-là. Et après, je voudrais juste faire un tout petit rebond aussi sur ce que disait Alexandre et sur le point des cédants très optimistes quant à la capacité des repreneurs en fait à prendre le relais justement et à bonifier la société qu'ils leur laissent, y compris parce qu'ils estiment avoir atteint leur Peters, par exemple, technologique. C'est vrai, je rejoins complètement Alexandre. Après, j'ai envie de dire aux repreneurs, méfions-nous, parce que c'est aussi une façon pour le cédant, selon moi, d'aller négocier un peu l'effacement de la moindre performance 2020, lorsque moindre performance 2020 il y a eu. Parce que dire, toi, repreneur, tu es l'homme de la situation et tu sauras opérer des transformations et générer des leviers, par conséquent, à court et moyen terme que je ne saurais pas, moi, ou que je n'ai pas encore su générer, c'est aussi une façon de dire, bon, attends, il y a une petite inflexion de courbe en 2020, oublie-la, gomme-la, et négocions comme si de rien n'était, parce que demain, tu sauras faire beaucoup mieux avec cette entreprise. Et là, on aura l'occasion de parler tout à l'heure justement des pièges à éviter et des outils et de cette logique d'économie globale qui fait que je ne regarde pas seulement un prix, je regarde aussi qui est clé dans la société, c'est ce que nous disait Christophe tout à l'heure, et cette importance de la prise en compte multifactorielle pour déterminer si oui ou non un repreneur gère ses risques et si par conséquent il peut aller à la rencontre d'un cédant qui lui a quand même très envie d'ignorer le contexte, on va dire, bilanciel de sa société. Voilà. Alors, pour ces dirigeants, parce qu'il y en a en effet qu'on vient d'évoquer, fatigués, un peu fragilisés, qui ne se voient plus en tout cas comme l'homme de la situation. Donc, on imagine que là, le plus vite est le mieux. L'idée, ce n'est pas de se dire ça sera mieux dans un an. Donc là, il faut vraiment s'y mettre. Dans quelle posture doivent être ces cédants? Parce que ce n'est évidemment pas la même chose de vendre une entreprise qui a le vent en poupe, qui a progressé pendant l'épisode Covid, et puis des entreprises qui ont davantage de faiblesses et dans lesquelles, en tout cas, la crise a pu révéler certaines faiblesses. Dans quelle posture faut-il être par rapport au prix attendu, par rapport à la souplesse dont on imagine il faut faire preuve quant aux modalités de paiement pour aussi
avec j'entends parler de prix fixe et puis une variable aléatoire qui peut être aussi un petit peu significative, justement pour mettre en confiance l'acquéreur et puis tenir compte peut-être d'incertitudes qui demeurent, notamment sur l'atterrissage de l'exercice en cours ou sur la façon dont l'entreprise va quelque part redémarrer ou pas en ce début d'après-Covid. Quel conseil vous donneriez, Ariane, et puis Alexandre ou Christophe? Parce qu'en effet, il n'y a pas que des premiers de la classe qui se vendent. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Renaud, notre témoin. Oui, bien sûr. Je trouve que la période est vraiment passionnante de ce point de vue-là parce que chaque mois qui passe nous fait adopter des postures un tout petit peu évolutives. C'est vrai, en septembre 2020, il y avait une espèce de rush à la session avant la clôture 20. Parce que tant que clôture… Alors, évidemment, je généralise un peu sur des boîtes qui clôturent au 31-12. Je sais que ce n'est pas le cas de toutes, mais juste pour se mettre un peu dans l'échelle du temps. Moi, j'ai vraiment senti le côté, attends, tant que le bilan n'est pas sorti, eh bien, il y a une partie de la situation qu'on peut, si ce n'est ignorer, du moins un peu fantasmer. Et on a vu un rush de closing avant le 31-12. Et puis est arrivé le mois de mars 21, où là, on a commencé à avoir des comptes 20 arrêtés et il a fallu se confronter à des réalités bilancielles. Confronter des réalités bilancielles un peu infléchies, mais en face desquelles on avait peut-être des premiers trimestres 21 un peu déjà en rebond, avec du coup des tentatives de gommer un peu cet exercice 20. Et puis juin est arrivé, et là, juin 21, c'était approbation des comptes arrêtés, certifiés pour les sociétés dans lesquelles c'est le cas. Et qu'est-ce qu'on fait au vu de la tendance du premier semestre 21 ? Comment je peux un peu dépondérer, on va dire, mon exercice le plus récent, qui peut-être a été un peu infléchi, qui dans les techniques, on va dire, les plus classiques de valorisation est en général le plus coefficienté, mais pour lequel les repreneurs, à la demande des cédants, ont dû peut-être abaisser un peu leurs prétentions en termes de prise en compte. Bon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a plus que jamais, et ça depuis un an maintenant, un recours, je trouve, beaucoup plus massif à la variabilisation du prix. C'est-à-dire, je te donne un prix qui tient compte, par exemple, de 18, 19, 20. Je réfléchis à ma pondération 20. Est-ce qu'elle sera aussi forte qu'un 1, 2, 3, par exemple, tel qu'on peut le voir dans pas mal de dossiers. Et puis, je réfléchis à ce qu'est 21 et je me dis, en plus de ce prix, je vais te donner cette croissance de valeur ou cette capacité de rebond que tu me dis avoir, que je suis désormais en capacité peut-être de constater, parce qu'on est déjà, ça y est, en octobre 21. Donc là, je vois tout le premier semestre, je vois le troisième trimestre, et en tant que repreneur, je peux raisonnablement me dire, OK, rebond il y aura, donc je vais organiser en fait un complément de prix, par exemple, complément de prix sur une période que je vous conseille de ne pas faire trop longue, un demi-exercice, un exercice et demi, 2 exercices, pas plus. À mon avis, ça pose après, sinon, des problèmes contentieux assez forts. Alors, pourquoi ça peut poser des problèmes contentieux ? Tout simplement parce que pour que moi, repreneur, je te donne à toi, cédant, un complément de prix, eh bien, ça suppose que tu es œuvré quand même. Je ne suis pas forcément que sur l'inertie de la société. Quand je dis l'inertie, c'est au sens positif du terme, c'est-à-dire la capacité de cette société en rebond de renouer avec, par exemple, son volume et sa rentabilité 2019 en 21. Bien. Et donc, ce lien de causalité, il suppose que toi, cédant, tu restes avec moi et peut-être un peu plus longtemps que ce que tu l'avais prévu. Et là, on voit bien qu'il peut y avoir un vrai désalignement. Quand je suis un cédant fatigué qui, justement, a pris cette décision parce qu'il voulait partir, non pas à la cloche de bois, pour le dire un peu vulgairement, mais en tout cas dans des délais rapides, pas évident d'aller négocier un accompagnement plus lent. Et pourtant, c'est une grosse clé de l'économie globale actuelle, à mon avis, parce que c'est un grand facteur de rassurance du cédant. C'est aussi un facteur de rassurance des banques, qui peuvent être très rassurés de l'articulation de cette variabilité du prix et justement du maintien corrélatif du cédant. Bon, à la fois, on sait qu'un accompagnement trop long, c'est aussi une grande source de pollution managériale, une grande source de pollution de la posture du repreneur. Il n'y a pas 50 patrons dans une boîte, et ça, je laisserai notre repreneur en témoigner bien mieux que moi. Voilà, donc c'est une période très intéressante. Je pense qu'on parlera tout à l'heure côté repreneur de cette logique que moi j'aime bien appeler l'économie globale. Il n'y a pas que le prix. Il y a son articulation variable, il y a sa modalité de paiement, il y a le caractère clé des hommes.
il y a l'accompagnement justement du cédant, il y a la garantie d'actifs et de passifs qui fait directement partie du prix, il y a les logiques de non-concurrence lorsqu'elles font partie du dossier, qui font aussi partie du prix, enfin, de l'économie globale de l'opération. Donc voilà, en résumé, c'est utiliser des outils de variabilisation, peut-être avoir un cédant qui reste un peu plus longtemps, et ça peut éventuellement le désaligner légèrement par rapport à ses intentions premières de cession rapide, si c'est son cas. Et ça peut lui permettre, en tout cas, à ce cédant de profiter du rebond, parce qu'ils sont quand même un certain nombre à se dire, voilà, il y a une année et demie qui vont venir confirmer le rebond de mon entreprise. J'ai envie d'y participer et d'en tirer aussi le fruit, parce que j'ai fait, hein, ils sont nombreux à dire qu'ils ont fait des efforts pendant les 18 mois de confinement. Pour certains, ils ont pu investir dans de nouveaux outils, ils se sont repositionnés. Et quelque part, ils disent, bon, bah, c'est bien gentil tout ça, mais ça a coûté à l'entreprise et on voudrait bien, nous, toucher les dividendes de ce travail qui a été fait. Donc, intéressant d'avoir à l'esprit la possibilité de se projeter dans un accompagnement peut-être un petit peu plus long que la moyenne, puisque c'est généralement très court, c'est 3 mois, l'accompagnement d'un cédant. Christophe, Alexandre, sur ces postures en tout cas de cédant, alors ça n'a pas été encore évoqué, aussi l'exigence de transparence. Christophe, tu peux peut-être en dire un mot. Une première remarque, à un moment, tu as évoqué le cas où il faudrait aller vite. Je pense qu'on sait tous que quand on veut vendre vite, on vend mal. Donc, moi, j'avais un cédant qui était dans cette étape psychologique où il était vraiment fatigué, il voulait que ça aille très vite. Donc, ça a été un de mes rôles que de l'inciter à la patience. Bon, finalement, le closing s'est fait en début de mois. Mais de l'inciter à la patience, c'est évidemment une opération importante et donc il faut prendre son temps. Donc ça, c'est le premier message simple. Ensuite, pour rebondir sur ce qu'a dit Ariane, Ariane a cité un certain nombre d'outils qu'on peut mettre en œuvre. Ce qui est important, c'est que notre rôle, c'est de faire réussir une opération. Donc, c'est de trouver des points d'équilibre entre le cédant et puis le repreneur. Ce n'est pas d'être dans une défense que je pourrais dire presque catégorielle, des intérêts du cédant quand je suis côté cédant, des intérêts de l'acquéreur quand je suis côté acquéreur, c'est de faire en sorte que tout ça, ça converge. Bon. Et donc, Ariane a listé un certain nombre d'outils qui sont à disposition, mais avant les outils, donc, il y a aussi le sujet d'essayer de bien comprendre, puisque tu citais le cas d'entreprises qui pourraient avoir quelques difficultés. Le sujet, c'est de comprendre, donc ça suppose d'analyser finement qu'est-ce qui s'est passé. Bon. Est-ce que c'est très conjoncturel ou bien est-ce que c'est des problèmes structurels? Bon, moi, j'ai dans mes clients, en fait, un cédant, son activité est très liée aux décisions des syndics. Bon, c'est lié aux travaux votés par les syndics. Bon, il n'y a pas eu de réunion ou des réunions distancielles. Donc, il y a eu décalage des réunions distancielles. Quand tu veux plaider ta cause pour vendre des travaux dans une réunion de syndic avec que des gens qui sont en visio, ça marche très mal. Bon. Donc, voilà, c'est pour illustrer que là, on est dans un problème qui est conjoncturel. Bon, ensuite, c'est important que l'entreprise elle ait des outils de reporting qui permettent de montrer au mois le mois. C'est comme a dit Ariane, il faut adapter notre stratégie tous les mois. Je reste sur cet exemple d'entreprise, c'est reparti depuis le mois de juin, mais c'est reparti en flèche. L'activité est repartie en flèche depuis le mois de juin. Mais il faut pouvoir le montrer, donc il faut pouvoir le mesurer tous les mois. Et donc, il faut être en capacité, comme je disais, de bien distinguer des causes conjoncturelles de causes structurelles. Du coup, Alexandre Tellier, vous qui êtes aux côtés des acquéreurs, est-ce qu'il est urgent d'attendre aujourd'hui dans une négociation? Ce que vient de dire Christophe est intéressant, c'est qu'il y a des secteurs, en effet, qui tout juste commencent à retrouver des couleurs, à rebondir. Mais bon, c'est encore en pointillé. Quand on est repreneur, alors, c'est pas simple parce qu'il y a le tempo qui est important, il ne faut pas laisser les choses s'enliser. Et en même temps, il faut attendre, il faut être sûr que les prévisionnels qu'a vendus, entre guillemets, le cédant, ils soient bien au rendez-vous. Et puis là, le rebond
réel, il est depuis, en tout cas, il est depuis cet été, donc c'est tout récent. Quel conseil vous donnez, vous, à vos repreneurs, Alexandre? Déjà, moi, ce que je trouve très positif, là, c'est ce que Christophe vient de dire, quand Christophe dit quand on vend vite, on vend mal. Et à un moment donné, même si, faut tenir un certain rythme, un certain tempo, il ne faut pas non plus se mettre dans l'urgence et la précipitation. Et ça, je partage entièrement parce que quand on est côté acquéreur, la question, en fait, pour faire une offre qui soit une offre intelligente, une offre qui soit recevable, entendable par un cédant, il faut avoir une bonne connaissance, en tout cas une bonne perception de l'entreprise, de ses défauts, de ses qualités, de son marché, de son positionnement et de la capacité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à faire face aux enjeux de demain et d'après-demain. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Et ça entraîne notamment qu'on doit avoir des cédants qui jouent le jeu dans la transmission de l'information. Parce que moi, j'interviens quand même beaucoup en amont dans les dossiers de reprise. Et j'ai trop de dossiers là, mais je vois depuis quelques mois qui, à un moment donné, soit vont pas jusqu'au bout ou à un moment donné s'arrêtent parce que on a des dirigeants qui partent sur un certain niveau de discours, qui suscitent certaines attentes chez les acheteurs, donc peut-être certaines propositions, et puis finalement on a une réalité qui a rien à voir avec ce qui a pu être annoncé. Ouais. Donc un dossier, même si l'idée c'est de dire ouais, on va tenir le rythme, il faut quand même effectivement prendre le temps de le regarder. Et puis, quand à un moment donné, un cédant, en quelque sorte, je ne dirais pas avant l'avenir, mais bon, explique que là, ça ne s'est pas très bien passé, mais que ça va s'améliorer. Bon, certes, on a le complément de prix, on pourra en reparler après, mais à un moment donné, dans la discussion, c'est bien de pouvoir montrer que ce qu'on disait, c'est en train de se réaliser. Et donc, moi, là, j'ai quelques dossiers où, justement, par contre, pour le coup, on a des cédants qui se rendent compte que ce qu'ils étaient en train de dire est en train de se réaliser, donc ils disent, finalement, moi, je ne veux plus vendre, je reporte. Voilà. Certains, ça ne se réalise pas, et donc, l'opération ne va pas jusqu'au bout. Et on évoquait le complément de prix tout à l'heure. Nous, moi, j'interviens souvent plutôt très en amont. Alors, certes, on a des deals qui vont se traduire par des compléments de prix, mais il y en a qui achoppent dès le départ quand on commence à évoquer, à parler aux cédants, effectivement, de complément de prix et qu'il y a un montant qui doit correspondre à ce que l'entreprise a réalisé jusqu'à présent et puis une partie plus variable qui va correspondre à ce que l'entreprise doit faire demain et après-demain. On sent que le après-demain, comme disait Ariane, soit reporté trop loin. Et j'en vois quand même quelques-uns, moi, qui s'arrêtent là quand on commence à évoquer le sujet. Alors, effectivement, il y en a qu'on voit qui vont plus loin, et ceux dont on peut parler, qui sont allés jusqu'au bout avec les compléments de prix, il y a quand même beaucoup qui s'arrêtent assez tôt dans le process. En tout cas, moi, le message, c'est pour les cédants d'être dans la transparence. Je comprends bien les soucis de confidentialité, mais à un moment donné, il faut qu'un acquéreur puisse faire une proposition intelligente et entendable et sur laquelle il a le moins possible à revenir ultérieurement. Et moins on donne d'informations au début, et plus on s'expose à ce que la première proposition qui a été faite soit ensuite revue de façon significative. Je ne parle pas d'ajustement. Merci Alexandre. Donc en effet, plein d'enseignements, ne pas attendre le bon moment pour mettre son entreprise sur le marché, pas confondre vitesse et précipitation. Attention à ne pas la mettre trop tôt, avec des prévisionnels qui ne se réaliseront pas, parce qu'il n'y a rien de pire, évidemment, pour les acquéreurs que ce type de déconvenu. Donc voilà, la notion le bon timing, c'est une composante importante. Et le lien se fait tout naturellement avec Renaud Wolfsheim, qui lui vient de reprendre dans tout ce que vous venez d'entendre. Renaud, j'ai l'impression de voir s'écrire votre
votre reprise, on a parlé de transparence et d'exigence de transparence de la part des cédants. Vous me disiez que votre cédant vous avait ouvert ses comptes et ses livres dès le début, que ça avait créé justement immédiatement ce climat de confiance. La documentation qui est attendue par le repreneur, vous disiez aussi que vous étiez extrêmement proactif pendant les quelques mois, puisque vous, ça a été rapide, 7 mois et demi de négociation. Vous demandiez, chaque semaine, vous étiez extrêmement demandeur auprès du cédant d'informations. J'imagine que ce qui vient d'être dit, vous pouvez le reprendre complètement à votre compte, mon cher Renaud. Oui, tout à fait. La société NV Bureau était sur le marché en 2020. Donc moi, j'ai adhéré au CRA fin 2019. J'ai tout de suite, dans mon ciblage, sélectionné la société. Il y avait 4 sociétés dans mon premier ciblage. Donc, coup de chance, je dirais, mais en même temps, coup de cœur pour une activité que je ne connaissais pas. Et dès le début de l'année, en janvier donc 2021, le cédant prend contact avec moi et tout de suite s'enchaîne alors une relation, comme vous le disiez, hebdomadaire. Je trouvais c'était important pour moi que l'on se parle, que l'on échange. Ces échanges, comme vous le disiez, étaient tout de suite avec un climat de confiance et d'honnêteté. Et ça, c'est très important parce que moi, tous ces échanges avec le cédant, avec lequel je m'entends très bien, m'ont permis également de construire mon business plan. Et ça, c'est fondamental parce que grâce à ces échanges, j'ai pu ensuite, moi, vendre la société telle que je l'avais entendue. Donc ça, c'est pour l'aspect purement construction dans le processus de reprise. C'est vrai qu'en 2020, comme les autres sociétés, la société NV Bureau a connu un temps d'arrêt pendant le Covid, a su rebondir en proposant ses produits via Internet pour développer notamment aux particuliers, puisqu'à ce moment-là, les autres entreprises étaient bloquées, puisque à la base, le métier de NV Bureau, c'est de faire du B2B, de proposer aux entreprises et aux collectivités territoriales. Donc là, elle s'est lancée du B2C, là. Et là, voilà, de se lancer dans le B2C, et ça, c'est un projet aujourd'hui que je continue à développer, qui a été lancé par le cédant pour ouvrir justement cette autre dimension. Donc là, c'est ce dont on parlait également, c'est de trouver d'autres voies. Des relais de croissance. D'autres relais de croissance, absolument. Voilà, donc après, il y a de toute façon une prise de risque dans la reprise d'une société. Il y a un moment donné où on se dit on y va pas. Comme vous le disiez, moi, ça a été assez rapide, mais je me suis vraiment astreint à être rigoureux et justement à avoir cet échange quotidien avec le cédant pour finalement, assez rapidement, qu'on en vienne à une lettre d'intention, puis à une promesse. Je prendrai cet exemple en disant que dans mon cas, clairement, la grossesse s'est bien passée. Ce qui a été plus compliqué, c'est l'accouchement, parce que là, pour le coup, les impacts de la crise ont été beaucoup plus marqués au niveau des partenaires bancaires, dans le sens où les banques étaient beaucoup plus en télétravail. Et donc, pour moi, obtenir, puisque j'ai 3 partenaires bancaires, les financements a été très long. C'est quelque chose que je ne maîtrisais plus. Voilà. Alors, dans le prix, puisque ça a été quand même évoqué, alors vous disiez, voilà, on s'était mis d'accord. En fait, tous les points sensibles, vous les avez déminés. Ça aussi, c'est un enseignement intéressant. En amont de la lettre d'intention. L'idée étant ne pas se retrouver avec des points de crispation dans les dernières semaines de la négociation, parce que c'est là où, en effet, les choses peuvent se tendre et puis casser. Sur le prix, vous dites quoi? Vous dites finalement, nous, on s'est mis d'accord sur une méthode de calcul et on a simplement du prix et on a simplement enlevé, si je puis dire, l'exercice 2020 pour pas que ça vienne. Expliquez-nous comment vous avez trouvé les ajustements liés quand même à cette séquence Covid. Oui, le prix a été… Alors, c'est le moment le moins agréable, je dirais, au tout début. Mais c'est vrai que… ça à ses conseils, Renaud, là, faut…
Non, bah là, non, comment vous avez fait là pour… non, là, encore une fois, hein, c'est pour ça que ce climat de confiance et d'honnêteté est important avec le cédant, parce qu'à un moment donné, il faut l'aborder. Et puis, je veux dire, ce sont pas les conseils qui vont payer le prix à la fin. Donc, on s'assoit à une table, on évoque des méthodologies. Le cédant en a une, j'en ai une. Le prix a bougé un petit peu, mais le prix, assez rapidement, a été donc fixé, ce qui a permis ensuite de continuer, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire derrière, hein, qu'il faut effectivement pas rester sur le prix. Il faut vraiment apprendre à connaître la société. Et donc, une fois le prix établi, alors 2020, enfin pardon, oui, 2020 a été évidemment une année particulière. Dans le cadre de NV Bureau, il y a eu un rattrapage. Ça a été plutôt pas mal, puisque à la sortie de crise, il y a eu un fort rattrapage du chiffre d'affaires, ce qui a fait en fait que, au global, le chiffre d'affaires correspondait à la croissance normale de ce qu'aurait dû être le chiffre d'affaires pour 2020. Donc, il n'est pas venu totalement polluer, mais il y a eu quand même des éléments qui ont été développés, et là notamment dans la fourniture, il y a eu beaucoup de fournitures de masques, beaucoup de fournitures de gel hydroalcoolique qui ne sont plus le cas aujourd'hui, qui n'est plus le cas aujourd'hui, clairement, puisque aujourd'hui on en trouve partout, mais à l'époque c'était compliqué d'en trouver. Donc ça a permis vraiment à la société et de se faire connaître pour ce type de produit, mais ça a été un épiphénomène positif sur le chiffre d'affaires qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il a fallu prendre ce genre de petits événements et produits là en compte. Voilà. Et au final, c'est un message à faire passer aussi à ceux qui nous écoutent et qui ont en tête de vendre leur entreprise. Du coup, cette parenthèse Covid, elle n'a pas, quelque part, elle n'a pas eu d'incidence sur le prix sur lequel vous vous êtes mis d'accord. C'était voilà, 2017, enfin, ou 2018, 2019. 2021, qui était de nouveau à peu près un exercice qui était à l'identique de 2019. Donc finalement, alors, dans votre cas, en tout cas, il n'y a pas eu de… Exactement. Dans mon secteur d'activité, en tout cas dans le cadre de la reprise de NV Bureau, non. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre de la hauteur. Hein. Il faut, là, dans ce cadre-là, j'ai pu prendre de la hauteur en me disant, OK, le prix, enfin, il n'y aura pas d'impact sur le prix. La crise n'aura pas d'impact sur mon prix, mais c'est probablement évidemment pas du tout le cas pour d'autres secteurs d'activité. Je pense évidemment à l'événementiel ou voilà. Mais dans mon cas, j'ai pu prendre de la hauteur en disant, OK, ça va pas avoir de prix. On va discuter d'autres choses. En fait, finalement, l'ajustement du prix, c'est sur d'autres aspects. Marc, j'ai un exemple intéressant là. J'ai un exemple intéressant sur cette thématique-là d'une entreprise donc, qui a été affectée en 2020 par la crise du Covid, puisque dans ce cas-là, c'est plus compliqué, qui a commencé à redémarrer sur T4 2020. Bon, le repreneur était une personne physique, donc un peu dans la situation de Renault. Et en fait, on s'est mis d'accord sur le fait de dire on ne prenait pas en compte 2020, en s'appuyant sur le fait que sur T4, il y avait déjà un redémarrage, mais on a mis des conditions en fait sur le résultat de la période intermédiaire jusqu'au closing. On a mis des conditions de chiffre d'affaires et de marge brute qui devaient être vérifiées pour confirmer en fait donc ce prix, parce qu'on a oublié 2020, on s'est mis d'accord sur un prix, mais on a dit que ce prix nécessitait que des conditions de chiffre d'affaires et de marge soient respectées sur les 10 premiers mois de l'année de 2021. Donc voilà un exemple, ça n'a que de valeur d'exemple et ça illustrait ce que disait Ariane tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on soit très agile pour trouver des solutions spécifiques qui sont adaptées au cas de figure de chacun. Peut-être si je peux rajouter quelque chose simplement. Effectivement, moi, je n'avais pas des œillères en disant, voilà, on ne va pas considérer 2020. Ce qui est important dans les sociétés, et c'était le cas pour moi aussi, c'est qu'effectivement, il y ait un suivi mensuel de la performance de la société, de telle sorte qu'on puisse évidemment se rassurer ou discuter le cas échéant si on voit un décrochage. Et ça, c'était le cas, puisque mensuellement, le cédant me donnait les performances. Et donc, à ce moment-là, on se disait, OK, c'est bon. Je suis rassuré, là, il ne va pas y avoir d'impact, en tout cas, continuons tel que nous avons bloqué les paramètres de la reprise. Alexandre, ça veut dire en effet, plus que jamais, vous qui êtes aux côtés des acquéreurs, plus que jamais être tenu informé, Renaud disait chaque semaine, de l'évolution des choses,
de l'évolution des prévisionnels. Et puis, il y a aussi tout ce qui peut survenir. Hein. Là, on est quand même sur le volet social. On a entre guillemets, des risques de licenciement, de gens qui ont changé d'avis sur leur orientation professionnelle avec l'épisode Covid, que sais-je, des impayés qui surviennent avec des clients qui ont pu être fragilisés. Est-ce que ça veut dire que plus que jamais, là, l'exigence d'information est essentielle pendant les quelques mois de la négociation? Bon, en tout cas, moi, ce que j'entends là dans les deux exemples qui ont été donnés, c'est qu'à partir du moment où on a un acheteur, un vendeur qui se rencontrent, qui arrive à parler en bonne intelligence, à être dans des ordres de grandeur qui conviennent aux deux, et ben effectivement, il y a tout un tas d'outils, de méthodes qui fait qu'on va arriver à quelque chose. Et ce qui doit sous-tendre ça, je pense, c'est la volonté des deux parties d'aller jusqu'au bout et d'y aller de façon intelligente. Après, pour reprendre ce qu'on a dit dès le début, je crois que c'est Christophe qui évoquait ça en disant bon, ça y est, le Covid c'est fini, ou en tout cas on approche de la fin et on est hors confinement. Ces sujets d'être vigilant, de regarder ce que fait l'entreprise, ce qu'elle a fait jusqu'à présent, quelles sont ses perspectives pour demain, quel est son carnet de commandes. C'est pas juste là maintenant parce qu'on sort des confinements et qu'on est en train de sortir du Covid, mais c'était vrai avant et ça restera vrai après. C'est-à-dire qu'on est dans un process où effectivement on doit avoir une information qui circule, alors évidemment en respectant de la confidentialité, mais à un moment donné il doit y avoir un partage d'informations, ce qui fait que l'acheteur, lui, doit pouvoir proposer quelque chose en connaissance de cause et pas découvrir après que tiens, il y a ceci qui n'allait pas, il y a moi, il y a encore peu de temps, on avait un dirigeant qui nous annonçait donc des résultats pour les mois à venir qui allaient être bons, puis quand même on s'étonnait parce qu'on voyait au moins le mois ce qui sortait, mais bon, entre un chiffre d'affaires, un carnet de commandes, tout ça, ça ne fait pas un résultat. Finalement, quand le résultat sort, on était très très loin de ce qui était annoncé. Donc pour moi, c'est des sujets qui sont intemporels, qui étaient vrais hier, qui resteront vrais demain et après-demain, de communiquer une information et de la communiquer en toute sincérité. Et alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a quand même justement des coûts qui peuvent venir un peu changer la donne, là, notamment au niveau des carnets de commandes. Moi, j'ai des repreneurs qui ont repris des affaires avec des marchés qui ont été signés avant les augmentations, qui sont aussi la conséquence du Covid. Hein, donc là, c'est peut-être l'occasion de dire aussi un mot des augmentations du coût de l'énergie pour des entreprises qui sont des entreprises industrielles, hein, qui doivent faire transporter leurs marchandises, etc. Là, il y a un impact aussi direct. Et Alexandre, tu parlais en effet du chiffre, le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais aujourd'hui, ce qui doit être regardé comme le lait sur le feu, c'est les marges. C'est les marges avec des marchés que certains repreneurs essaient de renégocier pour pouvoir impacter un petit peu les augmentations, notamment de matières premières ou de coûts de transport. Là encore, là on parle du coût de l'énergie. Après, tu as élargi effectivement, et là moi ça me va bien en parlant d'une façon plus générale de la marge. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est ça qu'on va essayer d'appréhender, c'est non seulement l'activité d'une façon générale, mais ensuite, quelle est la rentabilité liée à cette activité. Donc, on a certains sujets aujourd'hui qui peuvent être le coût de l'énergie, mais il y a des sujets qui vont être plus récurrents. C'est des entreprises qui ont des carnets de commandes avec effectivement qui vont entraîner le chiffre d'affaires de l'année ou des 24 mois à venir.
Et là encore, la question qu'on va se poser, c'est comment ça a été négocié, ce carnet de commandes qu'on présente à un acquéreur pour lui montrer qu'effectivement, il y a une activité qui est assurée pour l'année, pour les 2 années à venir, ou des contrats de maintenance pour lesquels on montre que voilà, on a une certaine récurrence. Mais finalement, quelle est la marge qui va être dégagée par ces différentes affaires? Et oui. Donc, là encore, parce que tout à l'heure, on évoquait, tiens, il y a le Covid, donc il faut être très vigilant. Ou là, le coût de l'énergie augmente, il faut être vigilant. Mais demain, il y aura d'autres sujets. Ça sera peut-être plus l'énergie, ça sera je ne sais pas quoi. Et de toute façon, ce sujet de la marge, de la rentabilité, là encore, c'était vrai avant, c'est vrai aujourd'hui et ça sera vrai demain et après-demain. Et malheureusement, bon, nous, on est dans le domaine de la PME et on voit beaucoup de PME qui n'ont pas beaucoup d'indicateurs. Alors, je ne parle même pas des indicateurs qualitatifs, hein, mais même en indicateurs quantitatifs, souvent, à part le chiffre d'affaires, à part le carnet de commandes, à part la trésorerie. Bon, la trésorerie, c'est déjà pas mal parce que, bon, à un moment donné, il faut bien que le résultat se retrouve en trésorerie. Mais on n'a pas forcément beaucoup d'indicateurs qui sont liés qui permettent de traduire la performance financière de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans certains dossiers où certains cédants qui pilotent en quelque sorte au chiffre d'affaires et au carnet de commandes, eux-mêmes, moi je le vois, hein, je ne remets pas en doute leur sincérité, peuvent être surpris quand le résultat arrive parce que ce n'est pas forcément ce à quoi ils s'attendaient. Et on le voit bien, on est par contre, ça c'est vrai, de plus en plus dans une période où les concurrences s'intensifient, les contraintes réglementaires augmentent, ce qui fait qu'il y a des fortes pressions sur les marges. Et ce que le résultat qu'un cédant pensait pouvoir appréhender il y a quelques temps à la simple vue de son chiffre d'affaires et de son carnet de commandes, là, ça devient de moins en moins vrai, d'où la nécessité, comme l'évoquait Renaud, d'avoir un pilotage un peu plus fin avec des indicateurs mensuels, trimestriels, mais pas en tout cas un simple résultat qui est fait soit en fin d'année, soit pour le closing et pour la session. Tu parlais de performance, Alexandre, et en effet, des performances qui ont qui peuvent être des apparences trompeuses sur l'exercice 2020, hein, avec tout ce qu'il y a eu, tout l'impact de l'activité partielle, des aides. Les entreprises ont quand même été pas mal sous perfusion. Et donc, il y en a qui extériorisent aujourd'hui, qui disent regardez mon exercice, la rentabilité, c'est parfois amélioré sur fond de Covid. Là aussi, il faut prendre tout ça avec beaucoup de pincettes, Alexandre. Oui, alors là, je dirais que le problème, il n'est pas tant technique, parce qu'on sait, tiens, il y a eu du chômage partiel, il y a eu des aides, il y a eu… Sur le plan technique, je dirais que c'est plutôt assez simple à aborder. Mais moi, je vois le cas qu'on a pu être amené à rencontrer sur quelques dossiers. Effectivement, des cédants qui avaient… où on voyait que le résultat avait bénéficié des différentes aides et qui eux-mêmes, finalement… n'arrivaient pas à décrypter leur performance économique réelle, mais qui, en termes de perception, et ça, c'est parce que pour moi, la perception qu'a le cédant du résultat, c'est au moins aussi important que la performance économique réelle en elle-même. Et moi, j'ai eu affaire à beaucoup de cédants dans des discussions qui ne revenaient pas finalement à la réalité de la performance économique, c'est-à-dire où globalement, on annulait les différentes aides, mais qui, dans les discussions, nous présentait vraiment le résultat tel qu'il était. Donc, c'est ça qui a rendu difficile et qui peut le rendre encore un petit peu là, qui rend difficile beaucoup de discussions. Ce n'est pas tant l'aspect technique, parce que ça s'évacue assez rapidement, mais le sentiment qu'ont les cédants d'avoir une entreprise qui dégage une certaine rentabilité et donc finalement l'attente qui va avec en termes de prix. Alors, autre apparence trompeuse, le résultat, c'est le résultat net, l'endettement, pardon, ou la trésorerie nette de l'entreprise. Voilà un sujet avec l'incidence de PGE qui ont été, pour certains, pas du tout consommés, mais pour d'autres qui ont pu l'être. Et quand on parle de PGE de plusieurs centaines de milliers d'euros,
là aussi, moi, j'ai des repreneurs qui me disent, en fait, c'est super important de pouvoir, plus que jamais aujourd'hui, être bien conseillé, avoir un expert comptable à mes côtés qui sait faire la part des choses s'agissant de la situation financière nette de l'entreprise. Voilà quand même, parce que ce n'est pas le métier des repreneurs, ce n'est pas le métier d'un repreneur. Par contre, c'est important d'avoir une photographie très précise des choses en la matière, Alexandre. Mais là encore, pour moi, on est un peu sur le même sujet entre une trésorerie apparente qui va être faussée avec, tu évoques le PGE, mais il n'y a pas que le PGE, parce que le PGE, je dirais que ça se voit très facilement. Oui. Après, il y a les délais de paiement qui ont pu être accordés par l'URSSAF, par différents organismes sociaux, différents organismes sociaux, ce qui fait qu'effectivement, la trésorerie s'en est trouvée gonflée. Mais là encore, comme pour le résultat, il y a le côté technique où globalement, bon voilà, on arrive à reconstituer, on connaît bien les pièges, et on arrive à reconstituer la trésorerie réelle. Pour moi, le sujet, il n'est pas là, il est encore la perception que le cédant a de sa trésorerie. Parce que moi, je vois souvent le côté le plus difficile dans les discussions entre acheteurs et vendeurs, c'est l'appréciation du niveau réel de la trésorerie. Et un chef d'entreprise qui, quasiment tous les matins, consulte son compte en banque et voit un certain montant s'afficher sur l'écran et lui expliquer que, mais non, finalement, sa trésorerie réelle, c'est pas ça, mais qu'il faut enlever le PGE, qu'il faut enlever… retraiter beaucoup de choses. Qu'il faut peut-être enlever autre chose, il va vous dire, oui, oui, bien sûr. Mais il comprend bien. Mais après, quand on va ramener la discussion au montant réel et donc à l'impact que ça a sur le prix, c'est là que ça devient extrêmement compliqué. Et moi, je le vois bien, hein, enfin, souvent, j'ai tendance à ne pas douter de la bonne foi des gens, mais c'est quelque chose qui est ancré très fortement en eux, mais finalement, ils vont laisser à l'acheteur potentiel une société dans laquelle il y a plein de trésorerie. Oui, bon, il y a un peu d'emprunt, il y a un peu, bah oui, mais bon, l'entreprise va gagner de l'argent, donc elle va le rembourser. Et c'est plus cet effort d'explication qu'on a à faire, qu'on doit faire dans les discussions, et où, modestement, il faut reconnaître que ça ne marche pas forcément à tous les coups. Renaud, là, notre repreneur, comment vous l'avez vécu, ça, justement? On parlait en effet de ces points un peu techniques, mais qui ont toute leur importance, notamment la trésorerie excédentaire nette de l'entreprise, nette de tout endettement, parce que vous-même, vous allez prendre une dette senior, donc ça va être un endettement sur un endettement de l'entreprise. Donc là, les banquiers prêteurs, ils commencent à y regarder à 3 fois. Vous, avec votre cédant, les choses ont été claires ou ça a demandé des ajustements? Alors oui, avec le cédant, les choses ont été claires. Il y a 2 PGE. Il y avait 2 PGE qui ont été pris par la société en 2020. Et effectivement, il y a une dette senior qui est arrivée, donc qui est arrivée au-dessus, puisque j'ai créé c'est une opération de LBO, c'est un LBO. Donc effectivement, il a fallu évidemment en discuter beaucoup avec les banquiers. Donc ce sont eux qu'il a fallu donc convaincre dans cette opération. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend bien. Pardon, parce que j'ai eu un petit fiche d'image. Voilà, mais alors c'est là où je triche un petit peu parce que comme j'ai un parcours de financier, et c'est vrai que j'ai réussi assez rapidement à modéliser ce qu'allait être l'impact et des PGE sur le PNL directement, sur la trésorerie directement de la société d'exploitation et ce que ça allait représenter en termes de remontée de dividendes dans mon holding. Donc c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai pu modéliser les impacts et regarder s'il y avait des impasses de trésorerie ou pas et comment allait se jouer le cash flow management, quoi. Et ça, c'est clair que dans les prochains mois, pour moi, c'est organiser la gestion du cash flow de la société
La société est factorée, donc ça c'est bien, et enfin, il y a du positif et du négatif. Le négatif, c'est que ça a un coût quand la société facture ses créances. Le positif, c'est qu'il n'y a pas de créances douteuses, donc je n'ai absolument pas du tout cet impact de coût du risque dans mon compte de résultat. Ça, c'est important. Voilà. Et ça me permet justement de tirer de l'argent assez rapidement si j'en ai besoin dans mon activité qui est saisonnière, notamment parce qu'il y a des fournitures de scolaires à livrer l'été. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, c'est une mécanique à prendre en compte, à modéliser lors de la reprise. Alors, en effet, ce qui n'est pas le cas, là je me tourne vers Ariane Olive, parce que c'est vrai que je reviens sur des carnets de commandes. Dans le BTP, j'étais la semaine dernière à Valenciennes avec un repreneur d'une affaire de couverture, second œuvre de bâtiment. Ben pour lui, en fait, les énormes points de vigilance, c'est les marchés qui ont été signés par son prédécesseur, hein, avec des impacts non seulement de coûts, hein, un coût de revient évidemment avec des achats de matières premières qui coûtent plus cher, et puis aussi de pénurie. Il n'y a plus de tuiles hein, dans son métier. Il disait, moi je suis couvreur, on a des quotas de tuiles, on ne peut pas finir les chantiers. Donc voilà, hein, c'est très concret. Escariane, et il expliquait qu'il était obligé aujourd'hui de revenir vers les donneurs d'ordre pour essayer, autant que faire se peut, d'obtenir des révisions, hein, ce qui n'est pas simple. Là, je me tourne vers l'avocate que vous êtes, Ariane. Ce qui n'est pas simple, hein, de faire revenir les clients sur des documents signés. Non, bien sûr, c'est un vrai sujet, vous avez raison. Le secteur du bâtiment et tout ce qui touche autour enfin, on va dire, en périphérie du bâtiment est extrêmement touché par ce point-là. Le secteur de l'électronique, nous, on a accompagné une société dans le secteur du câblage. Là, évidemment, les cours du cuivre, notamment, sont d'un impact hyper fort. Après, je rejoins Alexandre, hein, cette variation des coûts de matières premières était déjà très prégnante dans un certain nombre de business. Par contre, il y a un élément que vous citez, Marc, qui est beaucoup plus prégnant, qui est l'élément, en effet, du décalage en lien avec la pénurie de matières et avec, en fait, les délais, notamment d'impatriement des matières d'Asie pour la plupart. Donc ça pose la question du décalage. Donc, il y a deux impacts dans ce que vous dites. Un impact directement lié au processus d'acquisition. Et du coup, je vais me permettre de refaire une rapide incise. Christophe parlait tout à l'heure dans la variabilisation de la vertu du rendez-vous. Hein. On va se donner rendez-vous pour savoir si ton niveau de marge brute est là, ton niveau de résultat d'exploitation, ton niveau de résultat net, ton niveau de trésorerie. Alexandre a raison de dire que c'est vraiment les discussions les plus fortes. Et ça, c'est à la fois sécurisant dans un contexte dans lequel notre repreneur, principalement, a besoin de transparence parce qu'il a besoin de rassurance. Beaucoup de rassurance. Et donc, je rebondis sur un mot-clé qui a été prononcé, pédagogie. Pédagogie, rassurance. Bon. Donc, sur ce processus d'acquisition, quand j'ai des décalages, bah, c'est ennuyeux parce que Alexandre l'a cité tout à l'heure, on a vécu tous les deux un dossier dans lequel, après des mois et des mois, on s'est aperçu qu'en fait, le rendez-vous, justement, montrait des résultats qui étaient complètement aux fraises, si vous me passez la vulgarité, et pas du tout du fait de la mauvaise foi du cédant, mais du fait d'un décalage du carnet de commandes en lien direct avec toute cette conjoncture Covid. Donc, ce point-là, il a un impact sur le processus d'acquisition. Et puis, une fois que j'ai acquis, après l'accouchement, hein, pour rebondir sur le point de Renaud, on n'est plus sur la gestation, on n'est plus sur l'accouchement, on est sur le début d'accompagnement hein, de ce nouvel être qu'on a intégré dans notre famille, à tous les sens du terme, parce que les repreneurs savent que c'est une aventure qui, en effet, est très personnelle en dehors de l'aspect professionnel. Qu'est-ce qu'on fait avec ces éléments perturbateurs qui viennent considérablement impacter mon business plan de reprise? Et la question est, évidemment, sous-jacente, est-ce que je peux impacter ces éléments sur la garantie d'actifs et de passifs? Est-ce que je peux aller reprocher, entre guillemets, à mon cédant des éléments dont je subis a posteriori, hein, postérieurement à l'acquisition, des conséquences? Et là, le message clé peut-être à emporter aujourd'hui, qui est peut-être un tout petit peu simplifiant, mais je pense que c'est une logique qu'il faut savoir simplifier au maximum. Question sur la garantie d'actifs et de passifs qu'il faut toujours vous poser en tant qu'entrepreneur, y compris d'ailleurs dans les négos pour savoir si les éléments pas traités tout de suite pourraient s'inscrire dans le cadre de la garantie, c'est est-ce que je suis en train de traiter un élément
dont le fait générateur est antérieur à l'acquisition, mais qui se révèle postérieurement? Si la réponse est oui, alors j'ai des chances de pouvoir faire couvrir par ma garantie d'actifs et de passifs d'éventuelles dégradations postérieures. Si la réponse est non, ou si j'ai exclu expressément dans ma garantie ces éléments parce que justement, cette logique d'imprévision au sens juridique du terme, elle est inhérente à notre période actuelle et que dans beaucoup de contrats, l'imprévision est justement expressément mentionnée comme étant un facteur de renoncement, de renonciation par les parties à s'en prévaloir. Et je me trouve avec tout simplement une conjoncture qui vient encore une fois impacter mon business plan d'entreprise, impacter très souvent ma position cash, sans capacité directe pour moi, repreneur, de le faire payer, entre guillemets, au sens littéral du terme, pas au sens de vengeance, à mon cédant. Bon, merci Ariane. Le temps est passé à défiler à toute allure. Je n'ai pas oublié, bien sûr, Donatienne. J'ai laissé un petit peu les choses rebondir et elle ne m'en voudra pas. Mais je voudrais du coup qu'on termine. On pourra encore peut-être répondre à quelques questions après l'intervention de Donatienne, mais on a parlé de problématiques de cédants, de problématiques de repreneurs. Je sais qu'il y a devant leur écran des cédants et des repreneurs. Alors, Donatienne, c'est le moment de faire passer là quelques messages sur ce nouvel outil que je présentais très rapidement en début de réunion. Marketplace Infogreffe, c'est son nom. Un outil qui a été lancé il y a quelques mois, donc ce sont encore ses premiers pas, Donatienne, mais des premiers pas prometteurs avec un objectif général qui est en effet de fluidifier. Il en a eu toujours besoin, il en a plus que jamais besoin, notre marché de la transmission reprise, fluidifier le marché, c'est-à-dire faciliter les mises en relation entre des cédants et des repreneurs. On a vu qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'était important pour des dirigeants de faire savoir que leur entreprise était sur le marché et qu'ils attendaient le bon profil de repreneur. Alors, en quoi cette plateforme Donatienne va apporter sa pierre à l'édifice? Présentez-nous cette plateforme-là déjà dans ses principales fonctionnalités pour que chacun ait bien à l'esprit ce qu'il peut en retirer. Merci Marc. Voilà, donc l'idée c'est de créer une marketplace. Donc vous pouvez aller voir sur marketplace.infogreffe.fr. C'est de donner un maximum de visibilité en fait lorsque vous souhaitez céder votre entreprise, mais aussi lorsque vous voulez trouver des nouveaux investisseurs ou de nouveaux associés ou même des partenaires. Donc on peut par exemple vouloir créer des produits made in France ou des produits made in Bourgogne, made in l'Est. Et donc c'est pour créer des partenariats. Ou alors, pour les personnes qui veulent garder plus de confidentialité, c'est rester ouvert à toute proposition dans le cadre d'une cession, un partenariat ou un investissement. Donc, on a souhaité créer une plateforme qui est une plateforme virtuelle, une plateforme web, qui est comme un site Se Loger, Opodo, ce genre de choses, qui permet la rencontre entre des cédants et des repreneurs ou des investisseurs ou des futurs partenaires. Donc, cette plateforme a souhaité être totalement nationale, y compris tout ce qui est Drôme. Donc, on se situe vraiment dans une globalité de territoire français. Elle concerne à la fois les entreprises commerciales, artisanales, agricoles, tout ce qui est entreprise civile. Donc, vraiment, toute entreprise, normalement, peut se présenter sur ce site. Et de la même manière, tout repreneur peut aller trouver tout type d'entreprise sur ce site. Il n'y a pas de limite de taille, donc tout type d'entreprise, que ce soit des TPE, des PME et ainsi de suite, peuvent être sur le site. Et ce qui la différencie aussi pas mal des autres plateformes, c'est qu'elle vise aussi bien les entreprises en bonne santé, c'est-à-dire qui ne sont pas in boni, voilà, qui ne sont pas en procédure collective, mais aussi les entreprises en procédure collective. Et donc, vous verrez qu'il y a les redressements judiciaires qu'on appelle à prospecter. Ce ne sont pas des entreprises qui sont à vendre à proprement parler, mais c'est dans des entreprises où vous pouvez marquer votre intérêt
en contactant directement le mandataire, soit pour investir, soit pour céder. Voilà. Et là, Donatienne, du coup, c'est les administrateurs judiciaires qui mettent l'annonce sur le site? Voilà. Alors, non, pour les entreprises en redressement judiciaire à prospecter, c'est dès l'ouverture d'un redressement judiciaire, elles arrivent automatiquement. Alors, vous ne verrez pas la dénomination parce qu'on souhaite garder la confidentialité, mais vous pourrez contacter directement. Alors, vous verrez, dans la marketplace, l'idée, c'est toujours de contacter via une messagerie sécurisée. Donc, on ne donne pas son numéro de téléphone, on ne donne pas son mail. Tout se fait d'abord par messagerie sécurisée. Donc, et il y a aussi la possibilité de mettre tout type d'entreprise. C'est-à-dire que si jamais vous avez juste une jeune pousse qui a 2-3 ans de vie, qui n'a pas forcément une valeur nette, précise, mais par contre, vous voulez céder votre bébé parce qu'il vous tient à cœur, eh bien, là aussi, sur la marketplace, vous pouvez déposer votre offre. Bien entendu, je sais que la notion de confidentialité est quelque chose d'essentiel dans le cadre d'une session. Et pourtant, il est essentiel plus on parlera de la session, plus il y aura un grand audimat et le potentiel repreneur ou le potentiel cédant parfait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déposer son entreprise en toute confidentialité. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous verrez, vous allez sur marketplace.infogreffe.fr, vous mettez déposer l'offre et vous rentrez par numéro sirène. Donc, déjà, ça vous permet de garantir que n'importe quelle société ne peut pas se mettre. Ça permet de garantir une sécurité parce que les greffiers via Infogreffe, on a un peu des tiers de confiance. Et donc, vous pouvez automatiquement se mettre la dénomination et toutes sortes d'informations sur votre entreprise. Mais pour la dénomination, l'adresse et ainsi de suite, vous pourrez cocher et opter pour la confidentialité. De la même manière, si vous souhaitez rester un petit peu confidentiel et ne pas non plus tout de suite vous dévoiler comme étant un cédant, vous pouvez cliquer sur une vignette qui s'appelle « À l'écoute de toutes les propositions ». Mais il ne faut pas confondre secret. Moi, je dis souvent, il ne faut pas confondre secret et confidentialité, Donatienne, parce qu'il y a des dirigeants à vouloir entretenir le secret, ben, finalement, personne n'est au courant et puis ils trouvent jamais leur successeur. Et vous le voyez au niveau des greffes de tribunaux, il y a encore trop aujourd'hui, Donatienne, d'entreprises qui s'éteignent. Tout à fait. Faute d'avoir même recherché un repreneur. Tout à fait. Et on remarque encore plus cette année, on en avait discuté, cette année, on remarque 30% de plus de radiation pure et simple. Donc, c'est des entreprises qui peut-être ont des richesses, peut-être ont des savoir-faire qui pourraient transmettre, mais peut-être de ne pas assez avoir anticipé leur cession, peut-être d'un ras-le-bol dû à la condition Covidal ou autre, mais en tout cas, ils ont préféré se rallier de manière purement et simplement. Alors que justement, avec une plateforme telle qu'elle existe, cela permet de se mettre bien de manière anticipée sur la plateforme pour se présenter comme à céder, à investir, et ainsi de suite. Alors, la plateforme aussi, la consultation est totalement gratuite. Donc, que vous soyez déjà entrepreneur, salarié, chômeur, étudiant, vous pouvez aller consulter les offres et contacter gratuitement via la messagerie sécurisée. Et il n'y a aucun intermédiaire obligatoire. Mais ce qui veut dire aucun intermédiaire obligatoire ne veut pas du tout dire ne pas se faire accompagner. C'est-à-dire que vous pouvez choisir la personne qui vous accompagnera, que ce soit des avocats, des experts comptables, des CRA, des entrepreneurs, enfin tout ce qui existe, parce que je pense qu'il est essentiel que l'on soit cédant ou repreneur, d'avoir la personne adaptée pour son accompagnement. Donc, sur cette plateforme, vous verrez, il y a un moteur de recherche un peu classique. Vous cliquez rechercher, vous pouvez aussi sauvegarder des offres et vous cliquez sur soyez alerté. Et donc, vous verrez, il y a beaucoup de critères qui existent, aussi bien des critères de chiffre d'affaires, de résultats nets, de prix, de nombre de salariés, mais aussi des critères qui sont, entre guillemets, qui donnent plus un sens à la reprise ou à la cession, du type bio, économie solidaire, enfin, toutes des choses qui pourraient orienter votre choix et votre ciblage dans est-ce que le cédant est d'accord de vous raccompagner, est-ce que vous êtes d'accord de la céder à l'international, et ainsi de suite. Et donc ça, si jamais vous n'avez pas trouvé l'entreprise que vous souhaitez, vous pouvez être alerté de toute entreprise qui arriverait sur la base de données, et ceci par mail. Et donc, alors, voilà. Donatienne, ces fiches d'entreprise, elles sont mises à jour. Ça aussi, c'est important. D'une part, c'est des données qui sont certifiées par les greffes des tribunaux de commerce, donc c'est pas rien. Il y a l'assurance là de données, en tout cas
qui sont valides. Et puis tout ça est mis à jour en continu? Alors voilà, à partir du moment, par exemple, où le dirigeant a déposé son offre sur l'entreprise, sur le souhait de céder ou de trouver un investisseur pour l'entreprise, l'entreprise est là, mais si par exemple, entre-temps, l'entreprise est radiée ou elle est vendue ou elle passe en procédure collective, l'information est moulinée, entre guillemets, sur la base de données. Et donc, ça évite pour les personnes qui recherchent une entreprise d'avoir affaire à une base de données qui est trop vite périmée, entre guillemets, et de contacter des personnes qui finalement ne vendent plus depuis 3 mois ou ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment d'avoir une base de données qui est récemment mise à jour. Alors, pour les informations, elles sont certifiées pour celles qui sont les informations purement RCS. Après, sur le bio, sur l'économie sociale et solidaire, ce sont des informations qui sont apportées par le cédant et qui ne sont du coup pas garanties. Mais sinon, le reste est garanti. On l'imagine. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment un outil, un très bel outil en devenir, parce qu'il est en train de s'enrichir, j'ai envie de dire, semaine après semaine. Moi, je retiens en tout cas une chose, c'est que alors, c'est peut-être l'occasion de faire une petite parenthèse sur les entreprises en difficulté, parce que je sais c'était attendu par beaucoup d'entreprises qui sont en veille active pour se consolider via la reprise d'entreprises fragilisées ou en difficulté. Et pouvoir comme ça accéder à toutes les entreprises donc en redressement judiciaire, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de petits groupes qui en France cherchent à se développer de cette façon. Un mot sur ces entreprises en difficulté. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, les tribunaux de commerce que vous représentez, vous ne les voyez pas, Donatienne. Aujourd'hui, on est sur des chiffres de défaillance d'entreprise, et je crois que le dernier trimestre l'a encore confirmé, 28 000, je crois, là je parle de mémoire, mais 28 000 défaillances sur l'année, du jamais vu. Cela étant, beaucoup de professionnels pronostiquent évidemment une recrudescence de défaillances avec l'arrêt des aides et puis le fait qu'un certain nombre d'entreprises vont commencer à tousser ou à toussoter. Et du coup, votre site, ça sera aussi l'occasion de pouvoir identifier de possibles reprises. Et pour ces entreprises, ça sera aussi la possibilité, il ne faut jamais le perdre de vue, de pouvoir s'adosser et de pouvoir survivre, sinon c'est la mort. Et puis c'est vrai que c'est souvent un sujet qui est réservé aux sachants parce que ça fait peur, le monde de la procédure collective. Oui. L'idée de ce site, c'est aussi de vulgariser aussi bien la cession que la cession des entreprises en procédure collective, que tout type de cession. Et que même un tout à chacun qui est salarié, qui n'est pas forcément avec son avocat à droite et son expert comptable à gauche, qui au départ se dit pourquoi pas reprendre une entreprise, il peut déjà un petit peu décoder le sujet et puis après s'entourer des bonnes personnes, mais ça lui permet quelque part d'entrer dans ce marché qui est souvent réservé à des sachants. Donc voilà. Voilà, en tout cas, une belle nouveauté qu'on voulait proposer à la connaissance de notre auditoire. Voilà un nouvel outil. Vous rappelez le nom du site, l'adresse du site? www.marketplace.infogreffe.fr. Et Marketplace, c'est M-A-R-K-E-T comme Marketplace, P-L-A-C-E. Donc, marketplace.infogreffe.fr. Voilà, je pense un outil qui va continuer à faire beaucoup parler de lui dans les prochains mois. Alors, je voudrais faire rebondir là justement sur le contexte des prochains mois, parce qu'on se rapproche de la fin. Je vois qu'il est 12h, midi 19, on a commencé avec quelques minutes de retard, donc on est vraiment dans les dernières minutes. Je le disais à l'instant, très peu de défaillances jusqu'à présent. Est-ce qu'il faut craindre, mais ça peut être aussi des opportunités pour d'autres. En tout cas, est-ce qu'il faut se préparer à
un premier semestre 2022. Je sais qu'il y a certains professionnels qui le laissent à penser. Un premier semestre qui sera marqué par probablement une recrudescence d'entreprises en difficulté ou en tout cas fragilisées. Ariane, un peu qui veut là sur ce sujet. Moi, personnellement, sur le premier semestre, je n'y crois pas. Hein. Non? Non, je pense qu'avant les grands événements de milieu d'année prochaine, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui se passe. Et c'est vrai qu'ils ont été bien soutenus, les entreprises. Oui. Et alors, la trésorerie fait que je pense qu'ils pourront encore… Alors, il y en aura peut-être déjà un petit peu, mais en tout cas, nous, au niveau des tribunaux de commerce et du registre du commerce et société, des comptes que l'on reçoit et tout ça, on se dit que dans les 8 prochains mois, en tout cas, ça va. Il y aura sûrement, justement, vous parliez des secteurs un petit peu délicats, il y aura sûrement des choses qui vont se passer. Des aides spécifiques pour ces secteurs qui en effet sont… Peut-être, ou alors certaines entreprises de ces secteurs se verront faillir, peut-être, mais dans la globalité, on ne promet pas on n'a pas du tout de risque, mais bon, je laisse les autres. Non, mais c'est intéressant. Donc, ça veut dire, voilà, encore 8 mois, j'ai envie de dire 8 mois de tranquillité. Hein, tant mieux. Voire plus. Voire plus, parce qu'en effet, ça a été annoncé, puis à chaque fois reporté avec la prolongation des aides. Un commentaire de, qui veut, je ne sais pas, Ariane, Alexandre. Peut-être juste, beaucoup posent le jalon du début de remboursement des PGE, puisque la plupart des sociétés ont quand même opté pour la prorogation du différé qui avait été proposé. Donc, c'est vrai qu'on situe ça, on va dire, entre mars et juin 2022. Si on regarde le calendrier moyen de la plupart des sociétés, mais évidemment, il y en a qui les ont contractés plus tard, plutôt sur le S220, donc qui ont des reports qui vont plutôt aller vers S222. Bon, à voir. Moi, j'entends Donatienne. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir quand même quelques souffrances quand il va vraiment falloir commencer à rembourser. Où est-ce que ça va se situer? Dans quelle mesure ça va générer rapidement des opportunités pour les repreneurs ou pour les sociétés en croissance externe, parce que je pense qu'il faut le voir comme ça aussi, la possibilité pour ces sociétés en difficulté de s'adosser. Ça, c'est très difficile de le deviner, mais j'ai tendance quand même à penser que le jalon de remboursement du PGE va être un peu marquant, quoi. Sauf à ce qu'il y ait une nouvelle mesure qui arrive. Après tout, la mesure de prorogation n'avait pas été annoncée en 2020 lorsque le PGE est sorti. Donc, comme dit Donatienne, la démagogie politique peut aussi avoir des impacts très positifs sur cet aspect-là. On parle aujourd'hui, par exemple, on parle d'abandon, alors total ou partiel de dette pour les petites, pour en effet les plus fragiles, pour les petites entreprises, notamment celles des secteurs qui ont été les plus impactés. Voilà ce que l'on commence à entendre. Personne ne peut dire ce qu'il en sera, mais voilà. C'est pas impossible. Mais c'est très lié aussi au dynamisme de l'activité en 2022. Là, si on confirme l'année 2021 là, en termes de reprise d'activité, là, on est au-dessus des prévisions. Si on est à nouveau sur un très, très fort taux de croissance l'année prochaine, ça va évidemment faciliter les choses. Donc, ça va dépendre de ça également. Ça va dépendre aussi de… Parce que là, on rentre dans la macroéconomie. La question que tu nous poses, elle est pointue. Et ça relève encore une fois de la macroéconomie, de savoir si la reprise d'activité va être empêchée dans certains secteurs par les pénuries qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà, c'est la conséquence ça va être la résultante de tous ces éléments-là. Donc, c'est quand même c'est assez difficile à répondre. Voilà, alors écoutez, est-ce qu'on a eu une question? Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de questions. Pour terminer, peut-être dire quelques mots du financement. On n'avait pas de banquier prêteur là ce matin. Renaud Wolsheim, vous qui avez été confronté à cette problématique du financement, vous n'avez pas rencontré de problème particulier.
Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est que les prêteurs, ils sont quand même très attentifs à ce que le repreneur ait une bonne maîtrise du métier de la cible, ce qui n'était pas forcément votre cas, mais c'était compensé par le fait que vous aviez une cible structurée au plan du management et qui vous permettait tout de suite, vous qui n'étiez pas le spécialiste, de pouvoir vous appuyer sur des hommes ou femmes clés qui, eux, étaient des spécialistes. Qu'est-ce que vous retenez, en tout cas, de ces quelques mois, parce que ça a duré plus longtemps que prévu, de ces quelques mois de discussion avec les prêteurs aujourd'hui? Quels enseignements on peut en tirer? Oui, en effet, ça a été, alors, dans le processus de reprise, ça a été la partie la plus compliquée, même si moi, j'aime bien aller négocier une dette, j'aime bien aller. Vous étiez de la partie, oui. C'était un peu ma partie. Là, comme je vous le disais, il y a eu probablement une chose qui a ralenti, c'est le fait que les back-office étaient en télétravail, il y a eu toute une partie administrative qui était assez compliquée et qui a pris énormément de temps. Parce que j'ai eu, alors, il a fallu que je relance, mais si je vais aux accords, les accords, je les ai eus en juillet, on a signé le 31 août. Et je les ai tenus pendant tout l'été pour savoir quand est-ce qu'ils allaient partir en vacances. Vous les appeliez tous les 3 jours, là. Hein. Alors là, eux, je les avais tout le temps, par SMS, bon, bref. Il ne faut pas avoir peur. Non, mais c'est un bon conseil, ça. Il ne faut pas avoir peur d'être hyper présent. Oui, il faut être hyper présent. Alors, bon, moi, j'ai pris les partenaires de la banque, de la société, historiquement. Donc, ils connaissaient la société, donc ils pouvaient défendre le dossier aussi, c'est important. J'étais allé voir d'autres banquiers, présenter le business plan. Bon, à un moment donné, de présenter le plan d'affaires à 5 banques, ça devient un peu fatigant. Il faut quand même se concentrer. Groupiez vos présentations, du coup? Pardon? Non, oui, j'ai fait. Alors, pour les partenaires de la société, j'avais fait un pool et donc ils étaient ensemble. Alors là, il y en avait un qui était en visio, qui ne pouvait pas se déplacer, interdiction de la direction de se déplacer, et l'autre qui était là dans les locaux d'ailleurs avec le repreneur. J'avais souhaité aussi, enfin, on a souhaité qu'il y ait cet échange tous ensemble, même si c'était moi qui présentais mon plan d'affaires. J'étais avec mon expert comptable. Je ne sais pas si, par ailleurs, qui est un ami, mais je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je pense que, ça dépend. Je laisse maintenant Alexandre peut-être en parler, mais moi, a posteriori, non, parce que à ce moment-là, l'échange n'était pas suffisamment intime avec un des partenaires bancaires, qui a fait qu'il a fait durer vraiment longtemps sa prise de décision. Il n'a quasiment pas touché mon dossier, jusqu'à ce que je reprenne un peu la main et que je commence un petit peu à le secouer, pour aller le rencontrer, et 3 jours plus tard, j'avais mon accord. Donc, un autre conseil, c'est rencontrer, insister, revoyez les banquiers, allez les voir. Et le faire soi-même, pas confier ça forcément à allez les voir. Pierre. Allez les voir soi-même. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez quelqu'un avec vous, mais sinon, déplacez-vous, secouez-les comme vous allez secouer un fournisseur. Voilà. C'est un peu mon conseil. Moi, je retiendrai ça, en tout cas, c'est que vous avez été très présent vis-à-vis de votre cédant. Vous n'avez pas laissé vous étiez 4 prétendants, donc quelque part, il y avait une compète, et vous l'appeliez 1 à 2 fois par semaine, et vos banquiers prêteurs, vous les avez relancés aussi personnellement. Voilà, ça, c'est des petits enseignements pratiques, mais il faut être très proactif, et voilà, il faut être à la manœuvre. Voilà, en tout cas, un des nombreux enseignements. Il est 29 et je sais qu'Elena Natalic, que je remercie pour avoir administré notre webinaire de ce matin, Elena qui était aux manettes du côté du MEDEF Île-de-France, je la remercie énormément d'avoir été la cheville ouvrière de notre conférence. Et je fais passer, parce qu'on risque d'être coupé à 12h30, il reste quelques secondes. Donc, pour remercier bien sûr nos intervenants de ce matin, Ariane, Donatienne, Alexandre, Christophe, Renaud, notre témoin. Je pense qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés, même si on n'était pas en présentiel, ça n'a pas empêché de faire passer de précieux messages. Vous pourrez retrouver donc dans le replay les slides
de la conférence, hein, qui vous apporteront aussi d'autres informations. Et puis, on vous envoie là, sous 48 heures la fiche avec les coordonnées de tout le monde. Là aussi, je sais que c'est précieux pour les uns et les autres. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation nombreuse ce matin. Et puis, je donne rendez-vous, je crois qu'il y a le Réseau Entreprendre Paris qui organise un bel événement sur la transmission le 15 novembre prochain. C'est une journée qui a lieu à Paris. Allez sur le site de Réseau Entreprendre Paris parce qu'il y a une belle journée dédiée à la transmission reprise d'entreprise. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine étape de nos rencontres de France de la transmission qui se fera, je pense, à distance à nouveau avec le MEDEF Île-de-France. Nous serons donc à Nanterre, par les airs, nous serons à Nanterre le 22 novembre prochain. Voilà, donc ça sera l'occasion de reprendre le pouls du marché de la transmission. C'est un marché, vous l'avez compris, très évolutif. Là, chaque semaine de nouvelles tendances se dessinent. J'espère que les messages seront passés ce matin et bon vent dans vos projets aux uns et aux autres. Un grand merci à toutes et à tous. Et puis, merci à tous. Rendez-vous à Nanterre pour une conférence en ligne le 22 novembre prochain. Merci pour votre invitation, Marc. Merci. Merci à tous et très bon projet. Bonne continuation. Au revoir.